Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21 aujourd'hui, le cas de Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui la battait, condamnée 2 fois en première instance et en appel, mais plusieurs personnalités réclament une grâce présidentielle. Et parmi ces personnalités, Eva Darlan, qui est donc avec nous dans Europe Midi, pour évoquer avec les auditeurs d'Europe 1 le cas de Jacqueline Sauvage. Et si vous en êtes d'accord, Eva Darlan, nous allons écouter Anita, qui est au Puy-Sainte-Repérade, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Anita. Oui, bonjour monsieur. Comment réagissez-vous à l'évocation du cas de Jacqueline Sauvage, Anita ? Alors, si c'est pour répondre à la question de la grâce présidentielle, je suis contre. Par contre, j'aurais préféré, je ne comprends pas les 10 ans qui ont été donnés par les jurés. Ça, c'est incompréhensible, c'est énorme. J'aurais préféré 2 ou 3 ans avec sursis. On ne peut pas comme ça, même si c'est un être abject, on ne peut pas tuer quelqu'un. À ce moment-là, tout le monde se promène avec un colt à la ceinture et tire. Il faut que les femmes se réveillent. Elles ont les moyens maintenant. Il y a des associations, il y a des numéros. Enfin, elles sont quand même épaulées. Je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il vaut mieux quand même pour les femmes, au bout d'un moment, elles se réveillent, et elles partent de chez elles partent une main devant, une main derrière, comme on dit, tant pis, on laisse tout, avec les enfants évidemment, et je pense que c'est plus salutaire. Il faut que les femmes se réveillent et ne pas attendre 47 ans. En plus, je crois, je n'ai pas suivi l'affaire de très près, mais les premières informations que j'ai pu lire, il battait aussi ses enfants, peut-être même des violences au-delà. Et je comprends pas qu'au bout de 47 ans, les filles qui sont sorties du foyer familial, qui ont une vie maintenant, portent plainte si tardivement. Enfin, vous trouvez, Anita, pour résumer la position qui est la vôtre, que le jugement est trop sévère, mais que la grâce présidentielle, elle, n'est pas quelque chose qui vous semble adapté? Non, c'est pas adapté. D'accord. On va écouter Eva Darlan. Quand vous êtes confronté à cela, Eva Darlan, elle le dit, le jugement lui-même est un peu inacceptable. Je crois que surtout cette personne, qui est très honorable par ailleurs, ne comprend absolument pas ce que c'est que être sous emprise et d'être battu régulièrement, menacé régulièrement. Qu'on vous dise, si tu parles, je tue tes enfants. Si vous parlez les enfants, je tue votre mère. D'être face à quelqu'un d'extrêmement violent, qui a toujours un flingue sur lui et qui vous cogne du matin au soir, du soir au matin, qui viole et que finalement un des enfants a préféré se suicider. Je veux dire, je crois que cette dame ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Tout le monde était au courant dans le village, personne n'est intervenu et elles étaient absolument obligées de garder et de rester dans le silence toute une vie. Ben oui, ça se fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de plaintes de femmes battues qu'il devrait y en avoir. Alors oui, il y en a 200 000, mais ce ne représente absolument pas toutes les femmes battues. Anita ? Oui, non, écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Au bout d'un moment, alors, qu'on s'en prenne alors aux assistantes sociales, je sais pas, aux services sociaux de la mairie, puisqu'apparemment tout le monde était au courant. L'idée, Anita, c'est je ne sais pas, je respecte votre jugement évidemment, le terrorisme que peut faire peser un homme sur sa famille. Non, mais je comprends, même si on peut pas, même si c'est vraiment horrible et qu'on pourra jamais se mettre à la place d'une personne dans une situation pareille, mais je pense que c'est pas salutaire pour les femmes qui sont battues. À ce moment-là, on se dit, de toute façon, il me bat, je n'arrive pas à aller porter plainte, je n'arrive pas même à aller dans une association, à fuir, tout simplement à fuir, à me réfugier dans le hall de la mairie s'il faut. Et finalement, comme j'y arrive pas, je prends un fusil et je tire dessus. Non, je pense qu'à long terme, pour les femmes, non, c'est pas salutaire. D'accord. Merci Anita de nous avoir fait part de votre réflexion sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir Anita. Maxime. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag 1midi. Olivier vous pose une question, Eva Darlan. Je le cite. Pourquoi supposer que les juges et les jurés qui ont instruit les 2 procès de Jacqueline Sauvage se seraient trompés les 2 fois ? Parce que le procureur leur a bien dit que la peine ne serait pas
tout à fait appliquée et qu'elle sortirait début janvier 2017 et qu'il fallait faire appliquer la loi qui est Donc la condamner, donc la condamner, mais qu'elle ne resterait pas en mais prison. qu'elle ne longtemps. resterait pas en prison parce qu'il y aurait un relèvement de sûreté et que de toute façon il fallait juste appliquer la loi, sauf qu'il n'a pas dit que le relèvement de sûreté en général ça n'existe pas, quoi. C'est rarissime que ce soit appliqué, donc ça a été une parole tronquée et les jurés, quand vous mettez la tête au carré, quand vous renversez la tête de quelqu'un, au bout d'un moment, ça marche, hein. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, logiquement, Jacqueline Sauvage est en prison au moins jusqu'en 2018. Bah oui, parce que même si les avocates, qui sont des femmes absolument remarquables, qui sont Bonadjunta et Tomasini, vont faire une demande de relèvement de sûreté le 1er mars, 3 semaines après, il y aura la réponse, mais si ça se fait, ce sera pour encore l'année d'après, quoi. C'est très très compliqué, c'est très douloureux, c'est très violent. C'est pour ça que la grâce présidentielle vous paraît être Bien évidemment, la seule la grâce solution. présidentielle est la seule solution, absolument. Bonjour Philippe, Oui, bonjour. vous êtes à Laon, dans l'Aisne. Oui, tout à fait. Vous êtes hostile à l'idée de la grâce présidentielle. Oui, je reprends, mais je suis étonné d'avoir entendu la personne qui m'a précédé. Hein. Non, mais tous les jugements Non, vous savez, mais peuvent je suis être, tout à fait d'accord peuvent avec être elle. tenus. Ce que je veux dire, c'est que je suis étonné aussi du très petit nombre de contradicteurs dans cette affaire. D'accord, mais soyez un de ces contradicteurs, Philippe. Je suis totalement opposé d'abord au droit de grâce. Ensuite, je ne peux pas me prononcer sur la situation personnelle de cette personne parce que je la connais très mal et je pense que la plupart des gens qui s'expriment la connaissent effectivement très mal. Bon, j'ajouterais que Patrick Dils, il lui a fallu 3 procès pour être en définitive acquitté. Hein. Donc vous, votre position, Philippe, c'est une position Alors, moi, un peu de oui. principe. La grâce présidentielle, vous y êtes hostile en général. Oui, mais j'ajouterais ceci, qu'il y a Oui. autre chose qui intervient, c'est cette nouvelle notion de légitime défense différée, n'est-ce pas, qui serait quelque chose d'absolument incroyable dans notre droit habituel et qui consisterait à remettre aux nouvelles épouses lors de la cérémonie républicaine du mariage un fusil de chasse pour avoir à s'en servir en cas de nécessité, n'est-ce pas? D'accord. Eva Darlan, d'abord, dans l'ordre, hein, le droit de grâce présidentielle, même le président de la République dit, c'est quelque chose d'anachronique et j'ai du mal à imaginer l'utiliser. C'est qu'il n'a aucune compassion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr que parfois, il y a des erreurs dans tous les sens, des erreurs laxistes et puis des erreurs de jugement trop dures. Il y a des erreurs. Il y a des gens qui ont été graciés. Si cette femme-là, qui a vécu un calvaire et qui a fini par anéantir la source de son calvaire. Bien sûr qu'elle l'a tué, bien sûr qu'elle est coupable de ça, mais elle est victime, elle a été victime pendant 47 ans, et elle s'est défendue comme elle a pu, elle s'est défendue, voilà. Non, elle n'était pas en train de mourir comme Alexandra Lange. Alexandra Lange était en train de mourir au moment où elle a tué son mari. Elle s'est défendue comme elle a pu, elle a été acquittée, elle a tué son mari, elle a été acquittée. Donc... Elle a été acquittée parce que le geste correspondait à une menace immédiate. Parce que c'était une menace immédiate. Et la là, menace on parle différée, de légitime défense différée. Donc là, c'est une notion... c'est une notion Philippe le dit. nouvelle. C'est Oui. une notion nouvelle qui existe dans d'autres pays et qui n'existe pas chez nous, mais qui peut être existée. Et de toute façon, ne pas donner cette possibilité aux femmes battues et aux femmes en danger, c'est dire, pour reprendre l'exemple de ce monsieur, c'est dire au moment du mariage, allez-y les mecs, cognez, de toute façon, il ne se passera jamais rien. Philippe ? Oui, non, mais bon, c'est argument contre argument, si vous voulez. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est j'ai été travailleur social dans mon existence professionnelle. Je peux vous dire que j'ai pas rencontré. J'ai même facilité la fuite, si on peut dire, pour la mettre en sécurité d'un certain nombre de femmes dans cette situation. Je comprends pas cette histoire de 47 ans. C'est quelque chose d'assez incompréhensible. C'est peut-être l'histoire d'une femme qui est enfermée, terrorisée, seule. Écoutez, je peux pas répondre. Hein. Non, moi non plus. Je peux pas répondre. En tout cas, merci Philippe d'avoir Je vous en prie. participé à notre dialogue et de nous avoir donné votre vision de ce dossier difficile de Jacqueline Sauvage, dont des personnalités, Eva Darlan qui est avec nous, réclame une grâce présidentielle. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Oui, c'est ça. Quelle est votre opinion sur cette histoire ?
Mon opinion Stéphanie. sur cette histoire, c'est qu'il ne faut pas s'abstenir de prendre en compte le contexte qui a amené cette dame à tuer son mari. Je pense qu'à sa place, au bout de 47 ans, j'aurais peut-être fini par le tuer quand même aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi on s'étonne que même ce geste ait été un petit peu après une menace immédiate. Peut-on pas considérer que de toute façon, son mari étant à proximité, elle était en menace et elle était en état de légitime défense. Hein. Si ça faisait 47 ans qu'il était en train de la taper, je vois pas pourquoi subitement c'était pas le moment de le tuer. Hein. Mais Anita, qui était par exemple présente avec nous au début de ce dialogue, disait 47 ans, comment admettre qu'elle soit restée autant de temps? Pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt? Quelle est votre opinion sur ce sujet, Stéphanie? Mon opinion, c'est que la psychologie est quelque chose de très difficile à comprendre. J'ai moi-même eu une situation professionnelle l'année dernière, un burn-out très compliqué à détecter en amont. Je me demande aussi pourquoi je ne l'ai pas détecté avant, et je pense que c'est le même cas. On ne peut pas se rendre compte quand on n'est pas dans la situation. J'avais vu sur TF1 le film qui avait été fait sur l'histoire, l'emprise, voilà, sur une autre histoire de femmes battues. Alexandra Lange. Voilà, exactement. Et c'est un film qui m'avait totalement bouleversée parce qu'effectivement, à chaque fois, les femmes battues, je me suis toujours demandé comment on pouvait supporter de se faire battre et de rester. Mais c'est-à-dire, si je peux vous interrompre, pardon, hein, mais ça n'arrive pas d'un coup. Hein. On ne dit pas bonjour, comment tu t'appelles, Valérie, attends, paf, je te donne un pain. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est en général le prince charmant qui débarque. Hein. Et voilà, puis, mais exactement, c'est ce que le film montrait bien. mais c'est toujours comme ça. Voilà, une dérive qui s'installe petit à petit, et je pense que ça peut, comme dans n'importe quel contexte, peu importe que ce soit une femme battue ou un autre contexte qui amène à une emprise psychologique, je pense qu'il n'y a pas, qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne. C'est vrai que c'est difficile peut-être à concevoir que ça dure aussi longtemps sans que personne de l'entourage ne s'en rende compte et que personne ne réagisse plus que ça. Mais je pense que cette dame, il y a un moment, si elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'il fallait qu'elle tue son mari et que ça l'a libérée, moi je vois pas pourquoi elle passerait 10 années de plus en prison après avoir subi pendant 47 ans ces choses-là. Ce qui s'est passé, c'est que le village était au courant. C'est un petit village du Loiret. Tout le village était au courant. Personne n'est intervenu parce que cet homme terrorisait un village entier. Voilà, et que en fait, elle a simplement libéré tout le village. Donc elle a libéré tout le village et il y a eu des témoignages à la barre disant merci, maintenant nous pouvons respirer. Non, mais bon, je pense que effectivement, il faut pas non plus dire que dès que voilà, on se fait frapper, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, peu importe, on a le droit de tuer la personne qui nous a agressé tout de suite. C'est pas ce que je soutiens comme thèse. Par contre, je soutiens que dans ce cadre-là, dans les circonstances qui l'ont amené à faire ça, et vu le nombre d'années et de souffrance qu'elle a subie, elle ou ses enfants d'ailleurs, et du coup je comprends aussi sa position en tant que mère. J'ai moi-même 2 jeunes enfants en bas âge. Je sais pas, si mon mari venait à les toucher, je pense que je tuerais mon mari, hein, je vous le dis directement. Hein. Je pense que voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Qu'il y ait une condamnation pour le principe, c'est une chose. Après, je pense pas que cette dame soit foncièrement dangereuse pour la société. Il y a tellement d'autres personnes qui n'exécutent pas leur peine quand elles font des choses beaucoup plus préjudiciables à la société. Je vois pas pourquoi elle passerait les 10 prochaines années de sa vie en prison. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Vous avez du mal à comprendre. Merci Stéphanie de nous avoir appelé depuis Haguenau pour nous livrer votre opinion sur cette histoire. Merci Stéphanie, je vous souhaite une bonne journée. Il faut dire, Eva Darlan, ce sont des jurés, c'est un jury populaire qui a donné cette dernière sentence, ce procès en appel. Si vous dites à un jury populaire, mixte, n'importe, si vous dites attention les gars, là, ne débordez pas du cadre juridique, restez bien dans ce cadre-là, vous êtes mandaté pour ça. Ne prenez pas en compte le contexte. Ne prenez pas en compte le contexte, c'est simplement le fait qui doit être jugé, et de toute façon après vous inquiétez pas, on s'arrangera, mais là jugez-le.
Je dois dire simplement qu'il y a quand même 95% de femmes battues et 5% d'hommes. C'est beaucoup, 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 95. Hein. Vous suggérez quoi en disant ça? Je réponds vaguement à cette personne, à ce monsieur qui disait qu'il faut qu'on s'en aille, que ça donne droit à prendre un fusil, que tout ça. Je voudrais dire simplement que il faut dire aussi que cette société, qui est une société patriarcale, on le sait, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, ne protège pas ces femmes. Nous ne sommes pas vraiment protégés, que ce soit dans la prostitution, avec les coups, que ce soit... nous ne sommes pas à égalité, et quand il arrive quelque chose, nous ne sommes pas protégés. Il faut vraiment que le président de la République prenne ça en compte et qu'il protège quand même la moitié de sa population en accordant la grâce à Jacqueline Sauvage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes, Eva Darlan, qui soutiennent votre combat? Oui. Heureusement, heureusement. D'ailleurs... Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais il y a beaucoup d'hommes. Il y a plus de timidité chez les hommes pour venir au comité de soutien. Maintenant, ça commence à s'arranger. D'ailleurs, Jean-Michel, je vous invite à venir avec nous. Et vous dites... Écoutez, je n'ai jamais signé une pétition de ma vie. Je ne me suis jamais engagé publiquement et je vais le faire pour la première fois. Bourdin non plus. Eh bien, il l'a fait ce matin. Vous le et faites, vous le faites aujourd'hui. Je le fais. Oui, je le fais. Parce que je trouve que c'est une histoire vraiment horrible. C'est bouleversant. Et je pense qu'il faut que là-dessus, les mentalités évoluent. Et j'ai critiqué cette décision de justice tout de suite à ce micro parce que je l'ai trouvée insupportable. Donc je vous rejoindrai avec plaisir, Eva Darlan. Maxime ? Oui, un rappel qu'on nous fait sur Twitter. On nous met ce message, un numéro à composer. Violence Femmes Info, c'est le 3919. Et il y a un site internet stop-violence au pluriel-femme.gouv.fr. Stop-violence-femme.gouv.fr. Voilà, ce sont des informations pratiques importantes à donner, évidemment. Et vous voulez rajouter quelque chose, Eva ? Je voudrais dire que c'est très difficile de porter plainte contre son conjoint. C'est très difficile de partir parce que on est en emprise morale, affective et financière. On prend la dame du début qui disait on part et on prend les enfants. Mais non, c'est pas comme ça la vie. On part pas en prenant les enfants. C'est très compliqué. Elle le disait de bonne foi parce mais tout à fait. C'est une histoire hors norme qui nous bouleverse. Donc elle est peut-être difficile, il est difficile de se l'approprier complètement. Bien aussi, sûr, peut-être. il faut vraiment connaître le sujet et essayer de lire beaucoup ce qui a été écrit là-dessus avant de pouvoir prendre position. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris ? Oui, je suis à Paris. Et vous avez vécu une situation semblable à celle de cette dame oui. qui est condamnée. Oui. Malgré les années, je suis toujours... Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est toujours un point très sensible, pourtant. Vous voyez, j'ai 68 ans et malgré tout, quand je parle de ça, ça me fait toujours très mal. Je me suis retrouvée avec ce monsieur, j'ai fait des tentatives de suicide pour m'échapper, il me tapait avec des barres de métal, il a essayé de me mettre le feu, il m'a donné des coups de couteau, enfin il y a eu des choses horribles, il m'a forcé à avorter, dans les conditions que c'était à l'époque, de façon pas comme maintenant, j'ai vécu des choses très dures. Quand il y avait des gens qui me parlaient quelque part, que je rencontrais, qui me parlaient, ah ben non, c'était pas pour me parler, c'était pour autre chose, pour coucher avec moi, c'était pour des trucs, et c'était des occasions de me retaper dessus. Quand je n'avais plus je n'avais pas le droit de téléphoner à mes parents, d'aller les voir, parce que c'était des coups, après, c'était des coups qui ne cessaient plus. Je me suis retrouvée combien de fois à l'hôpital, le crâne ouvert, la poitrine esquintée, enfin, je peux pas... Combien de temps a duré ce calvaire, Martine, pour vous ? 10 ans. Et cette calvaire, ça finit un peu... j'ai failli passer à l'acte. Vous avez failli le tuer, vous voulez dire ? Oui. Ce monsieur avait récupéré un cran d'arrêt, je ne sais pas où, qu'il avait caché. Je l'ai trouvé, et puis un jour où il cherchait, parce que comme il n'était pas capable de me taper avec sa main, il fallait qu'il cherche un objet pour me taper dessus. Un jour que j'ai vu qu'il était en train de chercher, qu'il me menaçait là, j'ai sorti ce couteau, je l'ai ouvert, et je l'ai mis devant ma poitrine, et pendant que je le tenais, que je lui disais que s'il s'approchait, je le piquais. Je lui dis, si tu m'approches, je te pique. Et de l'autre côté, j'ai appelé la police. Et monsieur était tellement courageux qu'il s'est enfui.
Est-ce que la justice lui a demandé des comptes ou pas? Non. Il est parti, il est sorti de votre vie? Non. J'ai porté plainte plusieurs fois. Mais bon, les plaintes, quand j'ai porté plainte, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, plusieurs fois, j'ai essayé de retourner chez mes parents, avec ma fille aînée. Et il est revenu me chercher en me suppliant, en me faisant son cinéma, se mettant à genoux, en pleurant. Enfin bon, des choses, à chaque fois, c'était comme ça. Dès que je partais, il fallait que je revienne. Enfin, il me poursuivait, il me lâchait pas. Mmh. Donc, jusqu'au jour où cet événement a failli arriver. Oui. Voilà. Et là, il est sorti définitivement de votre vie? Pas tout de suite. C'est-à-dire que je me suis retrouvée... J'étais enceinte de nouveau. J'ai fait une fausse couche. Enfin, j'ai perdu les enfants dont j'étais enceinte à cause de ces violences, parce que ce monsieur n'hésitait pas même à me taper dans le ventre avec ses pieds. Mmh. Voilà, ou avec des poils ou tout ce que l'on veut. Je me suis retrouvée des coups dans le ventre. Mmh. Donc, j'ai fait des fausses couches. Après, je me suis retrouvée... il était toujours là. Il avait essayé de s'améliorer. Parce que pendant un certain temps, son père est venu à Paris quelques mois. Donc, pendant ce temps-là, il se tenait bien. Je me suis retrouvée enceinte de nouveau de mon fils. Et c'est à ce moment-là, j'en pouvais plus. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il reste avec parce qu'il me trompait tout le temps, qu'il reste avec ses femmes et que moi je gardais mes enfants, que je voulais plus rester avec lui. Enfin bon, et comme sa famille était là, il est parti. Mais ça a duré 10 ans. 10 ans. Et après, l'affaire n'est pas finie, parce que après, il m'a enlevé ma fille aînée pendant ce temps-là. Il l'a envoyée à 7000 km d'ici. Donc j'ai mis plusieurs années pour la récupérer, ça a été toute une histoire, pour la faire revenir en France. Et quand elle est revenue en France, la petite, elle a été à sa garde pendant un certain temps, puisqu'il l'avait mis plus ou moins dans sa famille, donc elle était à sa garde. Et puis il a commencé à la taper, il a eu une attitude, ce que les psychologues ont appelé une attitude incestueuse, parce qu'il refaisait vivre à ma fille ce qui m'avait fait vivre à moi. Il l'a tapée, il a failli la tuer. Un jour, il lui a même dit que si elle n'avait pas réussi à se sauver, parce qu'elle a réussi à se sauver, il l'aurait tuée. Et la gamine n'avait 10 ans, 11 ans. Donc, vous voyez, des hommes comme ça ne change pas. Ça ne change pas. Restez avec nous, Martine, quand vous entendez ce témoignage, Eva Darlan, bouleversant. Je voudrais savoir, Martine, avec toute la compassion et le partage, je voudrais savoir pourquoi les plaintes n'ont pas abouti. Parce qu'à l'époque, au début, les policiers ne s'y intéressaient pas plus que ça. Hein. Bon, voilà, ils venaient faire une plainte, comme dit la chanson de, comment ça s'appelait les femmes battues, là, dans sa chanson, là, j'ai même un trou, là, du coup, Pierre Perret, dans Femmes battues, il dit, le policier lui dit, rentrez chez vous, ça va s'arranger sur l'oreiller, si les voisins vous entendent crier, ils sauront pourquoi. Mais est-ce que la plainte a été prise, enregistrée ou pas? Vous avez fait une main courante ou une plainte? Non, mais à l'époque, c'était dans les années 70, 72. J'ai commencé à cette époque-là. Vous voyez? Donc, les plaintes, ils prenaient une plainte, ils écrivaient un truc, on ne sait pas trop bien ce qu'ils écrivaient, où ils l'écrivaient. Oui, même encore maintenant, c'est un petit peu compliqué de porter plainte, et surtout pour violence psychologique et même pour violence physique. C'est un petit peu compliqué. Il y avait une violence psychologique en permanence, c'est sûr. Une femme se trouve vite enfermée et solitaire dans ces situations. Mais c'est ça que je vous dis, me battais, que je parlais à quelqu'un, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ce monsieur a pris la notoriété, voilà, et puis on m'écoutait même plus. Le juge, je me suis retrouvée dans le juge, une fois, il m'a fait sortir de son bureau. Voilà, parce que j'étais pas... c'était lui qui était connu, c'était pas moi. Voilà. Connu de quelle manière? Dans les médias, disons. Ah bon, d'accord. Oui. Je n'en dirai pas plus, excusez-moi. Non, mais je ne veux pas être indiscret non plus, mais comme c'est vous qui amenez la notion de notoriété... je dis juste ça, comme c'était quelqu'un qui était connu, donc moi, on m'a rejeté, c'est tout, carrément. C'était une source d'affaiblissement supplémentaire pour vous. Exactement.
Voilà. Dans tous Voilà. les milieux sociaux, quoi. Je veux dire, il y a pas, personne n'est épargné. Merci beaucoup, Martine. Merci Martine, on est avec Et vous. encore hein. aujourd'hui, vous voyez, c'est très pénible pour moi d'en parler. Et ce que je peux dire, c'est que ce monsieur, il m'a pas seulement fait du mal à moi. Parce que moi, après, bon, j'ai réussi par la suite à vivre. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai dans le milieu, d'ailleurs, où la psychologie sert beaucoup. Et j'ai travaillé dans des services de réanimation, donc je me suis servi beaucoup de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, et je suis même arrière-grand-mère, ben, ils sont tous touchés par les suites de ces choses-là, de ce que nous avons vécu. C'est terrible. Ma fille aînée, moi. C'est terrible d'imaginer que plusieurs générations sont affectées par, Je peux vous assurer. par cette souffrance et c'est cette vrai. douleur. Mais Et bien ma sûr, fille, je Martine. peux vous assurer qu'elle est vraiment très très mal, qu'elle est malade, qu'elle a vraiment de gros problèmes à cause de ça. Merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté d'apporter votre Donc il faut que les gens témoignage. arrêtent de dire bon, c'est de leur faute, elles ne peuvent pas se sauver. Ces gens-là, ces deux personnes, les premières me révoltent. Je ne comprends pas comment elles peuvent dire ça. Est-ce qu'elles ont vécu une seule journée ou est-ce quelqu'un qu'ils aiment ont vécu une seule journée, ces choses-là? Bien sûr. Je comprends votre révolte, Martine, mais les personnes qui se sont exprimées au début l'ont fait de bonne foi. Oui, mais Elles n'ont pas, mais ils elles n'ont pas côtoyé la souffrance comme vous l'avez côtoyée, voilà. Mais elles l'ont fait de bonne foi et on ne peut pas le leur reprocher, évidemment. Mais évidemment, quand on connaît la souffrance que vous avez connue, je comprends que les propos que vous ayez entendus soient difficiles à entendre, bien sûr. Merci beaucoup, Martine. Je vous souhaite beaucoup de courage. On est avec vous. Merci beaucoup, Martine. Je voudrais, Eva Darlan, pour terminer, lire cette dépêche AFP qui a peut-être une demi-heure. François Hollande a bien entendu la mobilisation. C'est son entourage qui dit ça. Alors, bien entendu la mobilisation, c'est une Ça phrase, veut rien dire. c'est une phrase assez politicienne. Voilà. Oui. On occupe le terrain, on dit, écoutez, Oui. on verra bien ce qui va se passer. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On verra. De toute façon, nous, on est là et on se multiplie. Hein. Vous essayez de rencontrer François Hollande ? Non. Non, pas vraiment. d'accord. Non. On essaye de faire pression. Oui, moi, je veux bien le rencontrer. De toute façon, on se Non, non, connaît. je- hein. J'ai fait sa campagne. C'est grâce à moi s'il est là. Ah, très bien. Donc, il vous doit quelque chose. Il me doit quelque il vous chose. doit une petite rencontre. Mais oui. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de formation juridique, ni pour la police, ni pour les juges, ni même pour les avocats. Et face aux violences physiques et psychologiques, il y a, même maintenant, avec les lois qu'il y a, il n'y a pas d'écoute. Merci, Eva Darlan. Merci, Jean-Michel. Merci beaucoup. D'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. On était très heureux de consacrer cette antenne d'Europe 1 Merci. à ce dossier important. difficile. Absolument. Et nous le suivrons, bien entendu, avec beaucoup d'attention. Et pour tous les auditeurs d'Europe 1, merci d'avoir appelé le 3921. Et nous reprenons ce dialogue demain sur notre antenne à 13h10.